Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, on poursuit notre série dédiée aux rugbymen et women agriculteurs et agricultrices. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, mais la Coupe du Monde bat son plein actuellement en France. De nombreux rugbymen sont issus de familles d'agriculteurs. Je voulais profiter de cette occasion pour essayer de comprendre pourquoi le monde agricole et le monde de l'Ovalie sont si intimement liés. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Yvrac, en Gironde, pour partir à la rencontre de Rémi Lamera, joueur de rugby international et tout fraîchement viticulteur. Un beau matin du mois d'août, je suis partie sur son domaine, le domaine Grand Jour, pour découvrir le quotidien de ce passionné. Rémi est un joueur emblématique du top 14. Passé par le Stade Toulousain, Castres et Clermont, il a raccroché les crampons après 4 saisons à l'Union Bordeaux-Bègles. Il a également connu près de 20 sélections en équipe de France, rien que ça. Après une carrière bien remplie, Rémi a décidé de quitter les terrains pour se consacrer à 100% à son nouveau métier de viticulteur. Et je pèse mes mots, Rémi est un véritable viticulteur. Je le précise car on connaît tout un tas de sportifs qui investissent dans le vin en suivant leur affaire de loin. Ce n'est pas le cas de Rémi qui a l'amour du métier et qui parle des vignes comme s'il avait fait ça toute sa vie. L'investissement personnel qu'il met dans son projet et ses connaissances sur le sujet m'ont vraiment impressionné. Et ça paye puisque Rémi vient de terminer la rénovation du domaine qu'il a acquis et il a même débouchonné ses premières bouteilles puisqu'il a démarré la production lors des vendanges 2022. Je vous laisse découvrir le parcours atypique de Rémi Lamera, fait de passion et de beaucoup d'humilité, vous le verrez. Bonne écoute! Bonjour Rémi. Salut Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton domaine. Avec plaisir. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où c'est qu'on est actuellement ? Ouais, donc Rémi Lamera, nouveau vigneron, ancien joueur de rugby international, passé par le Stade Toulousain, Castres, l'ASM Clermont-Ferrand et récemment l'UBB où j'ai terminé ma carrière. Et on se trouve actuellement sur ma propriété, notre propriété, puisque c'est un projet familial, le domaine Grand Jour, situé sur la commune d'Yvrac. Voilà. Et là, on est dans la salle où va vieillir ton vin. Exactement, on est dans l'endroit où, comme tu le dis si bien, le vin vieillit, pas trop non plus quand même, parce qu'on aime bien les vins relativement jeunes, mais qu'on a plutôt l'habitude d'appeler le chai d'élevage. Voilà. Très bien. Alors pour l'instant, il faut l'imaginer, le chai d'élevage. C'est plutôt en travaux. Ouais, il faut s'imaginer. C'est bientôt fini, mais effectivement, il y a encore quelques bricoles à faire. On remonte les vins pour tout te dire demain, qui sont dans le chai du voisin actuellement, en élevage aussi. Et on en profite pour faire une opération qu'on appelle le soutirage et pour remonter nos barriques et nos amphores qui seront installés demain. Ouais, donc ça se concrétise vraiment le projet. Ouais. Et ça a été quoi le déclic pour toi de devenir vigneron ? Le déclic, il est finalement assez naturel, à savoir que dans une carrière de sportif de haut niveau, elle n'est pas éternelle. Donc déjà, on démarre, on connaît les règles, on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on fasse autre chose. Ça m'a permis de réfléchir et de mûrir un petit peu mon projet depuis pas mal d'années en parallèle de ma carrière. Et aussi, naturellement, parce que j'ai vécu de ma passion pendant 15 ans. Je me voyais mal faire un métier à contre-cœur, donc... j'ai facilement choisi de repartir dans une autre passion qui est celle du monde du vin et donc de devenir propriétaire de terres agricoles, de vignes et de transformer le raisin en vin, dans ce qu'on appelle plus communément un vigneron. Et j'ai vu que quand même tu as beaucoup de ta famille qui travaillait dans le vin. Ouais, alors c'est familial, effectivement, il y a l'ADN. J'ai pas grandi non plus au milieu des vignes puisque mon père n'avait pas repris la propriété viticole qui est dans une branche cousine de la famille, qui est toujours d'ailleurs dans les mains de mes cousins. Mais par contre, mon père, lui, était dans l'imprimerie d'étiquettes de vin. Du côté de ma mère, mon grand-père avait un petit lopin de vigne comme il se faisait beaucoup à l'époque pour faire un petit peu le vin de table. Donc j'ai très souvent grandi au milieu des charrues et autres outils de sol qu'on pouvait trouver à l'époque. Et mon oncle était maître de chai aussi. Donc voilà, il y avait un petit peu un contexte familial. Et un écosystème autour de ça. Et donc ça m'est revenu de plein fouet après en grandissant. Et alors tu peux nous décrire ton domaine ? Ouais, alors le domaine Grand Jour, donc à Yvrac, c'est une petite propriété à taille humaine puisqu'on est sur 10 hectares et demi de vignes.
un petit peu de bois, un petit peu de terre nue et un bâtiment au milieu qui était à l'abandon il y a encore 3 ans. Où on en a fait notre maison d'habitation sur la partie versant sud. Et attenant à notre maison, là où on se trouve actuellement, on a construit un outil de production qui n'existait pas, à savoir un cuvier, là où on fait rentrer les raisins pour les transformer en vin, un chai d'élevage où on se trouve, et attenant à tout ça, une salle de dégustation, de réception, vitrée qui donne sur la parcelle de derrière de vigne. L'idée étant de créer un lieu de vie où on travaille forcément assidûment et on espère avec beaucoup de cœur, mais aussi de pouvoir recevoir les gens et leur montrer justement notre travail. Et puis faire grandir la famille, nos 2 petits bouts ici, Pablo et Andreas, qui peut-être un jour auront la vocation et la passion pour reprendre tout ça. C'était important pour toi d'avoir la maison familiale au cœur du domaine, parce que je demande parce qu'aujourd'hui les agriculteurs qui s'installent, ils font plutôt l'inverse. Ouais. Ils essayent de se dissocier un peu du travail parce que d'être constamment dans le contexte boulot, ça peut ne pas être évident. Toi, c'était vraiment un truc qui te tenait à cœur ? Ouais, moi c'était la condition. Il faut savoir que j'ai pas l'impression d'être au travail quand je suis ici, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Je dis ça peut-être parce que c'est le début, hein. Je sais très bien qu'après, au fil des années et des saisons, ça le deviendra forcément, mais effectivement, je souhaitais absolument que ce soit un projet familial. Ma compagne Carla m'a suivi pendant pas mal de saisons, un petit peu à droite à gauche, a été déracinée. Professionnellement, c'est aussi un petit peu délicat pour se réintégrer dans des territoires, etc. Donc, partie prenante du projet sur la partie communication et événementielle qu'on va développer un petit peu ici. Donc, c'était évident qu'on soit sur place. On souhaitait aussi offrir à nos enfants un cadre de vie et une éducation plutôt rurale avec la petite vie dans le village. L'école est juste à côté. Enfin, toutes les commodités, c'est fantastique de grandir, je pense, dans ces milieux-là. Tout en étant non plus pas très loin de Bordeaux, puisqu'on est finalement qu'à un quart d'heure. Donc on va dire qu'on ne s'extirpe pas trop de notre vie sociale qu'on a pu créer toutes ces années. Donc je pense que c'était un bon combo et c'était effectivement la condition pour qu'on s'installe ici. Ouais. Ça en est même perturbant le fait que tu sois aussi proche de Bordeaux. J'habite pas loin, mais j'habite en ville et j'ai fait 4 minutes de voiture, 5 minutes et direct on se retrouve au milieu des vignes et 5 minutes plus tard c'est chez toi. Mais c'est vrai que ces 2 zones géographiques très différentes, mais qui sont très très proches, quoi. Ah ouais, complet. On est vraiment sur les premiers terroirs agricoles du Bordelais, de la rive droite. C'est un petit peu le même cas à gauche, hein, je crois, au-dessus de Bruges, etc. On commence à voir les premières vignes du Haut-Médoc. Donc, et voilà, ici, on est sur les premiers terroirs de l'entre-deux-mers. Et effectivement, on sort de Bordeaux. Alors, ça dépend à l'heure. On peut vite facilement mettre 30 minutes, 45 minutes de plus, mais... ça va qu'on est le 6 ou 7 août, là. Voilà, ça va vite. Ou quand c'est entre 8h et 10h le matin, vous venez nous voir. Un quart d'heure après, vous avez posé votre voiture sur notre parking et puis vous pouvez vous balader avec aucun bruit autour. Donc, c'est perturbant, effectivement, mais c'était aussi une des conditions pour lesquelles on a eu un coup de cœur ici. C'est que voilà, on savait qu'avec cette force-là, on pouvait nous bien travailler parce qu'on a récupéré un super terroir, mais aussi faire venir les gens nous voir travailler. Et je pense que c'est essentiel pour faire adhérer les gens à notre projet. Et tu nous l'as dit, tu es passé par Toulouse, Castres, Clermont. C'est des régions où il y a aussi du vin. Ouais. Pour toi, c'était évident que ça se ferait à Bordeaux ou la question, je crois que tu as acheté des vignes à Clermont à un moment. La question s'est pas posée de faire ça ailleurs? Si, effectivement. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, t'es revenu à Bordeaux pour ça ». Alors oui, effectivement, j'avais un projet de reconversion en tête puisque la fin approchait. Hein, je faisais plus partie des anciens que des petits nouveaux. Donc forcément, on y pense. Mais ce qui est chouette, c'est que tu prends tous les clubs quasiment de top 14, voire même certains de Pro D2, tu as une région viticole autour. J'aurais pu signer à Lyon et travailler dans les Côtes-Rôties, j'aurais pu signer à Montpellier et travailler dans le Languedoc, j'aurais pu signer à Pau, travailler dans le Jurançon. Donc Bordeaux a été un choix plus de cœur parce que je suis originaire d'ici et je voulais qu'on s'enracine à nouveau dans ma région natale. Je suis originaire de Sainte-Foy-la-Grande, à 1 heure d'ici.
Carla, ma compagne, aimait bien aussi la région, avait pas mal d'amis ici et donc ça a été un choix commun. Et effectivement, il y avait un projet très sexy sportivement à l'UBB, faire partie du premier groupe qui qualifiait le club. Il y avait, il y avait des ambitions. Il y a une ferveur aussi pour le rugby. La ferveur, Chavin, c'est plein quasiment tout le temps. Moi, j'allais voir les matchs au Parc Lescure à l'époque, des Girondins. Puis après, je suis revenu 2-3 fois voir l'UBB quand je venais voir les copains étudiants ici. Donc effectivement, il y avait quand même un choix de cœur et quand même satisfait d'avoir choisi cette région parce que pour y adosser mon projet professionnel, parce que je pense qu'aujourd'hui, malgré la crise qui est probante ici, il y a quand même de belles choses à faire ici. Et ce domaine, vous l'avez trouvé facilement. Qu'est-ce qui t'a plu quand vous l'avez dit? Alors tu nous as dit qu'il y avait de quoi mettre la maison familiale, etc. Mais au-delà de ça, j'imagine la relation avec l'ancien propriétaire doit compter aussi. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, exactement. Mais ça a été un coup de cœur pas immédiat. Parce qu'il a fallu que je revienne ici plusieurs fois pour s'apercevoir vraiment de tout le potentiel qu'il y avait. Mais effectivement, comme un petit peu tout le monde, avec l'arrêt de la vie pendant le premier confinement, on ne savait pas trop où on allait. On a eu le temps avec Carla de réfléchir, de mettre sur papier surtout un peu notre projet, de le construire un peu plus méthodiquement, on va dire, et surtout de dire mais qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et qu'est-ce qu'on ne voulait pas, c'était compliqué, tant qu'on ne voyait pas vraiment tout ce qu'il y avait. Et finalement, même si j'ai beaucoup de copains qui travaillaient dans le vin, même si j'avais énormément de portes ouvertes sur des propriétés, ça a été vraiment quand on a commencé notre recherche qu'on s'est dit nous, on va essayer de faire différemment, on préférait faire ci. Alors encore une fois, la vérité, personne ne la détient, mais nous, dans notre projet, pour avoir une cohérence, il fallait qu'on trouve surtout ce qu'on ne voulait pas. Et donc, on a commencé à chercher à la sortie du confinement, à visiter, parfois à s'installer dans des propriétés, à y passer des journées entières, tout en sachant qu'on n'achèterait pas ici, mais pour s'imprégner un petit peu de tout ce qui se faisait. Et jusqu'au jour où on découvre le domaine Grand Jour grâce à l'aide d'un contact, Jean-Christophe, qui nous a aidé à trouver ici. Et là, je me gare devant là où on se trouve, où tous les bâtiments étaient à l'abandon. Et là, je sais pertinemment qu'on ne viendra jamais ici. Mais je fais une journée, une rencontre incroyable avec Christophe Guillot, l'ancien propriétaire, qui me parle de l'histoire de la famille Guillot depuis 400 ans au château Bouteillé à côté, qui m'explique le terroir, qui m'explique les porte-greffes, ses choix stratégiques, de culture, etc. Ses méthodes de vinification, on va très loin et je m'en vais d'ici des étoiles plein les yeux d'une belle rencontre, mais persuadé qu'on passerait pas le pas, quoi. Et puis finalement, c'est donc mon contact et ami Jean-Christophe qui me rappelle le jour après. Et alors, on veut pas un truc clé en main non plus, mais là, il y a trop de travail, il n'y a pas de cuve, il n'y a pas de chai, il n'y a pas de tracteur, il n'y a même pas d'étiquette, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, quoi. Il y a juste des superbes vignes, un beau terroir, un potentiel immobilier, mais trop de travail, quoi. Ok, mais réfléchis-y parce que toutes les cases que tu me demandais de cocher, elles sont toutes remplies, quoi. Oui, parce que tu dis juste un super terroir et des super vignes, mais déjà, c'est le plus important, quoi. C'est la base, effectivement. Et partant de là, effectivement, il me met la petite graine et je me dis, ah ouais, mais Ivrac, c'est vrai que, attends, c'est vraiment quand même pas loin. On va pouvoir y adosser un projet touristique. On peut retaper une partie des bâtiments pour en faire une maison. La taille nous convenait. On cherche entre 7 et 10 hectares pour rester vraiment à taille humaine. Il n'y a pas les cépages qu'on cherche, mais dans tous les cas, on avait des choix agricoles très, pas compliqués, mais un petit peu marqués, différents. En tout cas, donc, c'était évident qu'on ne trouverait pas ces cépages-là. Il y a quelque chose à faire, effectivement. Donc, je rappelle, je dis, écoute, Jean-Christophe, on se revoit avec Christophe Guillot, l'ancien propriétaire. Et je dis, il nous faut un an. Il nous faut un an pour construire le projet parce que il faut réfléchir un chai, ça ne se réfléchit pas comme ça. Il faut réfléchir l'encépagement, les méthodes de culture, etc. Donc, laisse-moi négocier avec lui dans la durée d'abord, avant même de parler de prix, juste un timing. Voilà. Et donc, Christophe nous laisse et accepte de lever la récolte 2021, qui ne devait pas être le cas puisque lui devait vendre avant. Ce qui nous a permis de construire le projet pendant un an. Il m'en a pas voulu, mais il me dit souvent, il m'a dit, t'es chanceux parce que 2021 c'était pourri. Il m'a dit, t'as eu une nez creux de pas démarrer sur cette année-là. Et voilà comment on a pu un petit peu lancer la construction de notre projet pendant un an. Tu nous dis 400 ans d'histoire, c'est pas rien quand même de reprendre le
presque poids historique, non? Ouais, c'est clair. Alors 400 ans d'installation sur Bouteiller. Il y avait une famille anciennement, avant les Guillot ici, dont je me souviens plus le nom, qui était en polyculture, qui faisait de la vigne et aussi de l'élevage. Mais effectivement, Christophe et sa famille ont 400 ans de savoir-faire et d'histoire ici, quoi. Dans le coin, le papa était maire à Ivrac, la famille est vraiment installée, il y a les enfants, les petits-enfants un peu partout ici. La famille Guillot est très connue, donc effectivement on arrive avec un petit poids, le poids un petit peu de la tradition à respecter, à entretenir, à continuer de développer. Donc c'est un beau devoir, je trouve, et un beau défi. Et donc, c'est un peu main dans la main qu'on a effectivement démarré l'activité. Ouais. Même pour Monsieur Guillot, j'imagine, ça devait pas être évident pour lui de choisir la bonne personne. Et s'il a attendu 1 an, c'est peut-être qu'il a senti aussi que ça fitait bien entre vous, quoi. Ouais, exactement. Ce qu'il m'a dit une fois, ça m'avait touché. Il m'a dit, on souhaiterait que ce soit vous. On a vu, voilà, que vous étiez vraiment des gens passionnés et amoureux des terres agricoles. On a vu que vous prendriez le temps de faire les choses, essayer de les faire au mieux. Le profil de la propriété était plutôt vers un investisseur qui se souciait plus du potentiel immobilier que du potentiel agricole. Et il me dit, voilà, avec vous et votre projet familial, on se sent... Voilà, on sent qu'on peut transmettre le bébé, on sera voisins, les relations se passent bien. Donc ça m'avait touché parce qu'en gros, on a vu qu'ils ont mis du leur pour que ce soit nous qui nous installions ici. Ouais, il y a un côté transmission, quoi. Exactement. C'est pas qu'une vente immobilière d'un appartement, quoi. On n'est pas là-dessus. Ouais. Et ok, donc vous choisissez ce domaine. Et alors là, j'arrive à la minute économie du podcast. Comment vous l'achetez après ? Alors, on construit donc le projet pendant 1 an, à force de travail avec la Chambre d'agriculture d'abord, qui m'a énormément accompagné, la SAFER, des avocats, des comptables et les banques. Puisqu'il faut aller toquer à la porte des banques une fois que notre projet nous semble à peu près cohérent. Donc là, beaucoup de travail d'affinage, d'adaptation, etc. On discute avec 2 banques dont les avis sont très distincts et assez éloignés. Donc ça complique un peu la tâche, puisqu'on est obligé de faire des projets un peu plus productifs, un peu plus valorisants, ou d'autres pensaient qu'il fallait un peu plus freiner, être un peu plus vers le marché. Donc ça nous fait 2 visions assez distinctes. On s'y perd un petit peu au milieu et jusqu'au jour où on décide de faire notre projet et advienne que pourra, un petit peu qui même me suivent. Et puis on a une ligne directrice. Oui, c'est toujours la difficulté en tant qu'entrepreneur de faire un business plan entre guillemets qui soit assez vendeur pour que les banques suivent, mais qui te correspondent aussi et que tu ne sois pas en train de courir derrière des résultats que tu ne peux pas obtenir pendant des années. Ouais, clairement. Et on s'est dit, au bout d'un moment, il faut qu'on essaie de faire nous ce qu'on souhaite et puis essayer de les convaincre avec ce que nous, on veut réellement faire, quoi. Et donc là, ça fait partie de cette année de discussion jusqu'au jour où donc une banque nous donne son accord. Et donc ça a été très très constructif, les discussions. Et donc on part avec cette banque. Pas d'associés, malgré le fait d'avoir rencontré plusieurs entreprises de crowdfunding, mais comme on a la maison d'habitation sur place, qu'on a acheté donc ensemble avec Carla, la partie pro où je suis tout seul, moi sur la SCEA, du coup, la Société Civile d'Exploitation Agricole, et donc compliqué de faire entrer quelqu'un ici, et on arrive à avoir un accord. Donc on signe fin 2021, on démarre et arrive comme un cheveu sur la soupe une rencontre incroyable qui est Ludovic Aventin, qui est le fondateur de Terrominis, dont j'avais beaucoup entendu parler et j'avais jamais tilté que je pouvais un jour faire appel à lui. Et Ludovic qui aide beaucoup de vignerons et de vigneronnes à s'installer en portant du foncier, en faisant rentrer plusieurs petits investisseurs dans des groupements fonciers viticoles, me dit mais tu te sens pas un petit peu seul, vous vous sentez pas un petit peu seul dans le projet? Si, effectivement. Donc je lui explique les difficultés de faire entrer quelqu'un au capital ou même sur la partie foncière, et il me dit mais j'ai la solution. Il me dit, je le vois le midi, on remange ensemble le soir où je lui explique mon projet. Et il me dit, laisse-moi quelques semaines et on peut te bâtir quelque chose pour te permettre de t'aider déjà financièrement, de prendre un petit peu moins de risques dans ton projet. Et surtout, et c'est là où j'ai complètement matché avec lui et sa démarche, c'est que je te fais rentrer un paquet d'ambassadeurs qui tombent amoureux instantanément de la propriété, de ta philosophie de travail, etc. Et donc derrière,
potentiellement, tu utilises des liens commerciaux humains d'abord et commerciaux un petit peu partout en France. Et donc aujourd'hui, je les appelle mes aventuriers, mes aventurières. On a un groupe d'à peu près 180 personnes qui sont parties dans l'aventure avec nous, sans en connaître énormément de choses. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas vu l'étendue du chantier, mais beaucoup nous soutiennent quotidiennement via un groupe WhatsApp où on leur envoie très souvent des nouvelles. Et aujourd'hui, on sent vraiment le travail d'équipe derrière. Et alléluia que j'ai rencontré cette personne, quoi. Mais du coup, qu'on comprenne bien, ça a mis à volo tout le projet que tu avais avec la banque était parti. Ou est-ce que ça a été complémentaire au final? Complémentaire. Okay. Ouais. On est parti à 100% avec la banque au début, puis ensuite s'est greffé ce projet Terra Hominis 6 mois après, on va dire, le temps de juridiquement de construire les choses, de vraiment faire quelque chose de solide. Donc ils se sont occupés parce qu'ils ont toute une équipe là-dessus. Et moi, je me suis occupé quasiment de rien là-dessus. Et puis derrière, c'est venu en complément. Ok. Et donc les avantages, c'est ce que tu nous disais, tu as plus l'impression d'être... Enfin, t'es moins seul, quoi, c'est ça pour toi? Oui. Pour moi, c'est la plus-value du projet, au-delà de l'aspect financier qui n'est pas indéniable. Comme on avait réussi à monter quelque chose où la banque nous suivait, on n'avait pas ce besoin finalement forcément d'apport financier, même si effectivement il ne faut pas cracher dans la soupe, il fait du bien, hein, voilà, on prend moins de risques nous personnellement. En revanche, là où on est énormément gagnant, c'est qu'on a récupéré une équipe de mecs et de femmes hyper motivés avec nous, qui sont tombés amoureux de la propriété, qui aiment notre façon de voir les choses, qui nous nourrissent aussi de leur expérience agricole dans d'autres endroits. Et donc ça nous permet de nous sentir vachement moins seuls. Ouais. Ok. Et est-ce que d'un autre côté, l'inconvénient, ça peut pas être justement de... tu as quand même combien 100 investisseurs à prendre en compte, que quand même ça peut être une pression aussi d'avoir autant de monde au capital et d'aller dans le sens que... Ah ok. Voilà, c'est là où si tu veux, je vais recadrer un peu le contexte. Effectivement, j'aurais dû le dire d'avant, ils sont pas au capital. D'accord. Je reste tout seul au capital, mais on a revendu une partie des terres. Des vignes et des terres nues à planter à des groupements fonciers viticoles. C'est l'équivalent un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop, de SCI. Ok. Voilà, c'est l'équivalent. Tu as plein de petites parts dans une société qui détient du foncier. Ok, voilà. d'accord. Donc aujourd'hui, moi je suis fermier de ces parties-là. J'ai un bail quasiment à vie, même mes enfants s'ils veulent reprendre, la transmission naturellement, parce que le but c'est pas d'acheter du foncier pour y installer quelqu'un d'autre. Mais on détient tous ensemble une petite partie. Tu vois des parcelles à Cap de Fer, au lac en bas, un peu autour de la maison, etc. Okay. Nous, on en a gardé une partie en perso, et puis on a créé ces 2 GAV, voilà. Ouais, ok, d'accord. Ces aventures. Je comprends mieux. Tu peux redonner le nom de l'entreprise qui fait ça? Donc c'est Terra Hominis. Ok, parce que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés aussi pour investir, tu vois. Parce que c'est toujours... depuis pas mal de temps, beaucoup de gens me sollicitent. Donc moi, comme je me suis occupé de rien, je leur envoie. Mais effectivement, s'il y a des gens curieux, c'est génial. C'est vraiment un vecteur de valeur humaine assez incroyable, et surtout un endroit où tous les gens se rassemblent pour passer un bon moment. Ce qu'on doit en contrepartie, c'est une partie de la production, qu'on va appeler des dividendes, si on parle vraiment en économie. Donc nous, l'idée, c'est de leur faire goûter toute notre production pour qu'ils puissent un peu être nos ambassadeurs dans leur région, auprès de leur famille, de leurs amis, etc. Et surtout, c'est de passer des moments conviviaux ici. Donc on a fait une fiesta tout début du projet. Pas mal ont vu l'ampleur du travail. On les reçoit. Donc on s'est embarqué. Exactement, mais voilà, ils ont retroussé les manches aussi. Beaucoup, si tu as besoin d'un coup de main, je suis un ancien maçon, moi je fais du photovoltaïque, je viens t'aider, etc., etc. Donc ça, c'est chouette. Et on les reçoit le 2, où on leur fait goûter le premier millésime, où on a fait une cuvée spéciale pour les aventuriers, pour marquer le coup, quelque chose qui ne sera pas commercialisé et que chacun aura avec eux et apprécieront, on espère. Tu les soignes bien. Il faut. Et comment tu vends ton vin? Ou à qui tu vas le vendre? Alors, on va essayer de le vendre sur plusieurs circuits, des professionnels type restaurateurs, café, hôtel, beaucoup de cavistes aussi qui sont de superbes ambassadeurs, et on va essayer de se consacrer un maximum à la vente en direct, et aussi le fait de recevoir du monde à la propriété à travers des événements qu'on va proposer nous, qu'on va créer, et des événements où on est sollicité, type entreprise qui nous réserve la salle avec une dégustation des vins, avec une animation autour de la vigne, des travaux du chai, etc.
On va essayer de développer aussi le côté séminaire, puisque la salle est plutôt sympa aux portes de Bordeaux, dans un cadre assez sympa comme vous avez pu le voir. En y amenant une touche de convivialité à la fin de la réunion avec un barbecue et une dégustation par exemple, et aussi développer du team building. Les entreprises sont assez friandes du monde agricole et du monde du sport de haut niveau, donc on va essayer d'allier les deux à travers des petits ateliers, voilà. Et donc ces événements-là vont nous permettre de faire vivre la propriété, de proposer nos vins aussi en dégustation, et s'ils plaisent, les gens pourront venir à la propriété les récupérer, puisqu'on aura tous nos vins stockés ici. Ok, il y aura tout pour passer un bon moment. J'espère. Et donc tu achètes le domaine. Je crois que tu as récupéré certaines vignes, elles ont plus de 70 ans, de ce que j'ai vu. Là, aujourd'hui, c'est quoi ta vision? Tu vas en faire quoi de ce domaine? Quel vin tu veux produire? Quel cépage? Tu peux nous raconter un peu? Oula, ouais, il y a beaucoup Vous avez d'idées. 2 heures. Ouais, on a beaucoup d'idées. Il y a ce qui est réalisable à court moyen terme et ce qui est réalisable à long terme. Effectivement, on a récupéré un vignoble très hétérogène. On a des vieux merlots de 70 ans de moyen âge sur un terroir argilo-calcaire plutôt classique de l'entre-deux-mers. On a des jeunes vignes qui ont 4 ans, qui ont été plantées en 2019 par Christophe, l'ancien propriétaire. Donc des raisins complètement différents sur des sols complètement différents. On avait un îlot de 3 hectares de Cabernet Sauvignon qui était un peu trop volumineux au regard un petit peu de la proportion entre le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Donc on a décidé, et ça c'était aussi un des facteurs quasi obligatoires de mon projet, c'était de modifier un petit peu l'encépagement et donc de réintroduire des vieux cépages notamment. Et on en a profité sur cette parcelle de Cabernet Sauvignon au terroir très calcaire, donc ça se marie très bien avec le Cabernet Franc, qui était le 3e cépage bordelais qui nous manquait un petit peu, de surgreffer 1,5 hectare de Cabernet Franc. Donc on se retrouve des vieux merlots, des jeunes merlots, du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon, 1,5 hectare de chaque. Et une vieille parcelle un petit peu à régénérer, qui était un petit peu moins en forme que les autres, qui avaient elle aussi plus de 70 ans de moyenne d'âge, mais qui bénéficie d'un système racinaire en place et d'une mémoire de la plante depuis toutes ces années. On a décidé de surgreffer 4 nouveaux cépages. 2 cépages qu'on appelle des vieux cépages anciens autochtones, donc girondins, le Casse-Tête et le Bouchalès, qui sont des cépages des années 1800, début des années 1900, qui ont été arrachés au profit des merlots, des cabernets, qui produisaient mieux, plus facilement et qui faisaient des vins plus sympas. Pour situer un peu ceux qui connaissent, ça correspond à la catégorie un peu des carménères et des petits verres d'eau qu'on retrouve quand même pas mal rive gauche, parce qu'on arrive à faire mûrir un peu plus là-bas, mais qui sont complètement oubliés. Et avec le réchauffement climatique, on revient à ces cépages-là qui mûrissent, qui sont plus résistants, qui débourrent plus tard, donc moins sensibles au gel, etc. On a surgreffé du Marcellan, qui est lui un cépage hybride du sud-est, un croisement entre le Grenache et le Cabernet Sauvignon, qui fait des vins rouges dont je suis absolument fan. Et on a surgreffé du Muscat Petit Grain, qui est le seul cépage blanc qu'on a actuellement à la propriété, mais dans le but de faire du vin orange. Donc c'est du vin blanc de macération, c'est-à-dire qu'on laisse le jus en contact des matières solides. Là où le blanc, normalement, on sépare de suite, là on laisse tout ensemble, ce qui donne la couleur orange et ce qui donne des vins blancs tanniques. Voilà, donc c'est des vins un peu plus de plat, c'est pas des vins d'apéro comme le blanc sec de l'entre-deux-mers, et c'est une technique qui nous vient de la Géorgie, qui fait le vin comme ça depuis des millénaires. Voilà. Ok, très bien. Il y a une forme d'innovation là dans ce que tu amènes, enfin en même temps de retour aux sources, mais tu nous l'as expliqué, c'est plutôt pour des questions de production là pour le coup, d'adaptation au changement climatique et tout ça, mais aussi d'innovation dans les cépages. Tu me disais tout à l'heure aussi que tu voulais faire des vins plus, ou je crois que tu l'as dit au micro d'ailleurs, plus légers, plus punchy, qui vieillissent moins longtemps. Pour toi, pourquoi tu le fais et est-ce que ça te semble absolument nécessaire? Alors nécessaire peut-être pas. Mais moi je le fais parce que d'une, j'ai envie de me challenger en tant que vigneron, parce qu'aujourd'hui faire un super assemblage Merlot Cabernet c'est pas facile, mais personne n'a la recette, mais il y a des années de travail dans le Bordelais, donc avec un bon onologue conseil comme on a nous actuellement, David, qui maîtrise le sujet parfaitement. On arrive avec une belle matière première à faire des chouettes jus et des chouettes cuvées. Aujourd'hui, faire un bon casse-tête, un bon Bouchalès, on ne sait pas trop. Il n'y a pas grand monde qui en fait, voire quasiment personne. Et moi qui arrive d'un milieu où j'ai eu la chance d'avoir une certaine notoriété,
en m'intégrant dans mon deuxième milieu qui est réellement une passion, si je gagne ma légitimité de par ces cuvées-là, je pense que ça sera un chouette bond en avant. Deuxième chose, c'est aussi qu'on en a parlé en aparté, mais Bordeaux va mal aujourd'hui. À Bordeaux, il faut différencier les petits Bordeaux des grands Bordeaux. On est tous dans un même, je nous mets tous dans un même bateau parce que je suis très fier d'appartenir à la même région que ces grands crus classés qui font rêver beaucoup de gens, et moi le premier, qui sont nos locomotives et dont on a besoin d'eux. Mais nous, petits Bordeaux, on est sur des modèles complètement différents et donc on est obligé de s'apercevoir aujourd'hui que la marque est moins porteuse et donc voilà, d'amener de la nouveauté, d'amener des choses qui sont hors cahier des charges l'appellation mais qui finalement viennent d'ici parce que c'est vraiment des cépages autochtones, c'est des cépages dont les racines, les origines proviennent de Gironde. Eh bien, on reste un petit peu quand même dans la cohérence paysanne et agricole de nos terroirs. Et dire aux gens, ben, voilà, dans Bordeaux, on peut faire des super vins traditionnels en se remettant en question tous les ans, mais on peut aussi faire du différent. Alors, il n'y a pas écrit Bordeaux sur l'étiquette, mais je vous assure, ça vient d'Ivrac, ça vient d'un terroir argilo-calcaire, d'un climat océanique, etc. etc. Et donc, je pense que commercialement, ça va nous aider, même aussi en communication, à pas sortir du lot, mais à interpeller les gens en disant il y a voilà, il y a un projet un peu différent, il y a une approche un petit peu à contresens et pourquoi pas aller goûter et attiser la curiosité des gens avec ce projet-là. Du coup, je crois qu'il y a 64 appellations en Gironde. Toi, tu as décidé de te lancer sans appellation pour garder cette liberté-là d'associer les cépages que tu veux et de faire les tests que tu veux. C'est ça. Alors nous, on va faire les deux. Je tiens absolument à travailler du Bordeaux, voire du Bordeaux supérieur sur certaines cuvées un peu plus premium, parce que d'abord, je suis fier et voilà de mon ancrage et de ce terroir-là. Je suis fier de mes origines girondines, etc. Et puis je suis persuadé, mine de rien, que ça reste qu'un effet de mode qui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien que les vins du sud-est, du Languedoc, des Côtes-du-Rhône sont venus nous titiller, voire même nous dépasser aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bien pour se remettre en question et changer les choses. Mais on reste quand même Bordeaux, la région viticole la plus connue dans le monde entier. On reste quand même la région viticole la plus achetée et bue dans le monde entier. Donc, j'ai quand même bon espoir que les gens reviennent un jour à se dire mais quand même finalement c'est bordelais. Ils font du bon vin. Ouais, on les a bâchés pendant des années, mais il y a quand même quelque chose que là on peut pas passer à côté. C'est un terroir fantastique, une tradition fantastique. Donc voilà. Mais effectivement, si je prends mon projet vraiment dans les chiffres, 10 hectares et demi en Bordeaux aujourd'hui, c'est pas viable parce qu'on reste quand même sur un marché qui doit être cohérent en termes de prix de vente. Là, on parle vraiment purement économie. Et beaucoup m'ont conseillé de faire ça totalement vin de France. Et moi, je n'ai pas voulu parce que je souhaite, à travers ces cuvées en vin de France, essayer aussi de rehausser un petit peu nos Bordeaux qui sont, c'est dommage, on ne l'a pas goûté, j'aurais aimé qu'on le goûte avant pour que vous me donniez votre avis, mais qui sont dans un style aussi différent de ce qu'on peut avoir dans du Bordeaux classique. Alors, on ne fera pas meilleur que le voisin, mais on a envie de faire des vins un peu, au profil un peu différent, et justement pour dire, Bordeaux, c'est des vins d'assemblage et des vins d'élevage, certes, il y en a, mais il faut aussi des vins de plaisir, des vins gourmands, des vins sur le fruit, des vins où on ne se prend pas la tête de quand on doit l'ouvrir, avec qui on est, sur quoi on le boit, etc. Et notre cuvée Bordeaux est là-dessus. Et donc je tiens absolument à travailler en Bordeaux pour faire partie un petit peu de ce virage de nouvelle génération qui va amener des profils de vin, encore une fois, pas meilleurs que ce que faisaient les autres avant, mais différents. Et je pense que c'est ce que le consommateur cherche un peu aussi. Ouais. Justement, est-ce que c'est pas le problème des vins de Bordeaux, c'est de s'être un peu reposé sur leur laurier, entre guillemets, et de pas s'être... Après, c'est difficile de se remettre en question, surtout collectivement, tant que la concurrence n'est pas arrivée. Ça arrive à tous les grands groupes, tout le monde se fait doubler à un moment, mais est-ce que là, effectivement, pour faire face à cette crise, que la nouvelle génération innove et fasse des choses différentes, ça semble indispensable? Je pense que c'est indispensable. Mais il faut pas oublier quand même ce côté tradition parce que ça serait trop facile de tout balayer, de tout mettre à la poubelle. Et ça serait une bêtise. Et je pense que ça serait une bêtise parce que
parce que c'est pour ça aussi que les appellations existent et c'est bien, c'est qu'il faut avoir ce côté identitaire aussi. Quelqu'un qui cherche un Bordeaux dans un rayonnage, si on prend par exemple quelqu'un qui va au supermarché ou même chez le caviste, bon, chez le caviste, il y a un conseil différent, mais au supermarché, on est livré un petit peu à nous-mêmes devant un rayon. Si on voit Bordeaux sur l'étiquette, on s'attend un petit peu à un goût et une image de profil de vin, etc. Si on pète tout ça, ça va être... on va perdre les gens, au même titre que celui qui veut acheter du camembert se retrouve avec un brie de mots et il se dit ah ben non, je me suis fait avoir. Et Ouais, bien voilà. sûr. Mais effectivement, je pense que le fait que ça ait trop marché pendant toutes ces années est aujourd'hui un problème pour nous. Mais encore une fois, on le prend, je pense, quand je discute avec tous les jeunes avec qui j'étais en formation et qui montent des projets aussi un peu différents, on le prend avec une chance. C'est une chance pour nous parce que justement, ça nous force à nous réinventer et à sortir des choses un petit peu de l'ordinaire. Et Carla, ta femme, elle est graphiste, tu nous as dit. Ça veut dire que vous allez travailler sur les étiquettes un peu, ou est-ce que vous allez rester sur le côté très tradi aussi des vins de Bordeaux, ou plus aller vers des choses originales? Comment tu vois le truc? Ouais, donc on a travaillé sur les premières étiquettes. Donc Carla, elle est graphiste, web designer, donc elle nous gère la propriété, toute la partie communication. On a le site internet qui va se lancer là d'ici 2-3 semaines. Et notamment les étiquettes, puisqu'il a fallu créer des étiquettes, il n'en existait pas ici. Donc on est parti sur quelque chose d'assez épuré sur la cuvée Bordeaux, mais là aussi on a essayé de changer un peu, pas de casser les codes, mais de changer un peu. On a fait une étiquette à l'horizontale, en mode paysage, où on a simplement notre logo, le nom de la propriété, le millésime et le nom de la famille La Meura Vigneronne. Avec l'appellation, toutes les mentions légales, l'adresse, etc. sur le côté. On en voit, on n'a rien inventé, on en voit des paysages comme ça, mais un peu moins Bordeaux, plus sur les vins du Languedoc, etc. Les vins espagnols aussi. Et donc on est parti là-dessus. On a fait une cuvée un peu originale cette année, un 100% Cabernet Sauvignon sans soufre ajouté, qu'on a sorti en Maine France, où là on a complètement cassé les codes. On est parti sur une bouteille bourguignonne. Une étiquette, un dessin un petit peu enfantin inspiré d'un dessin d'un de nos enfants, Pablo. Enfin voilà, vin de France. Donc là, on n'a plus trop de législation, on se laisse un petit peu porter par les inspirations. Et je pense que ça correspond vraiment au vin qu'il y a à l'intérieur et à ce que va rechercher les gens, quoi. Quand on me dit moi je veux un Bordeaux plutôt classique ou hop, à l'étiquette, ils voient de suite quel type de cuvée ils vont pouvoir goûter et sûrement s'orienter. Quand on voit des gens, moi je veux voyager, je veux du olé olé, du truc, ils voient l'étiquette bourguignonne, un arc-en-ciel, quand je dis que c'est du Bordeaux, enfin que c'est fait à Bordeaux mais que c'est sorti en Maine France, elle me dit moi je veux celui-là parce que je veux quelque chose de différent et je veux être surpris. Voilà. Et donc effectivement aujourd'hui le market est hyper important. Et Carla là-dessus, ça sera sa partie et se régale à m'accompagner là-dessus. Ouais, c'est un vrai point fort quand même pour toi de l'avoir parce qu'aujourd'hui tout passe par le marketing. Enfin, pas tout, mais malheureusement aujourd'hui la forme est aussi importante que le fond. Enfin, malheureusement, je sais pas, mais en tout cas le fait est que, c'est vrai. que faire du bon vin ne suffit pas, qu'il faut le faire savoir et donner envie. Donc c'est vrai. C'est quand même clé. Effectivement, là on est complémentaires parce que moi là-dessus je suis largué. Et alors, tu as fait une cuvée de vin rosé aussi, j'ai vu, avec des copains. Ouais, on a fait une cuvée de vin rosé ou un bon délire avec deux copains, Nance Ducoin et JB Dubier, qui était à la maison d'ailleurs mardi dernier, qui m'a amené un laurier rose pour planter à l'endroit où on buvait l'apéro et où on a eu cette idée de projet. Voilà, et qui a réussi à mettre le maillot du Stade Montois sur l'étiquette quand même. Exactement, Stade Montois, la petite jaquette du berger pour Nance. Et effectivement, là aussi, c'est Carla qui nous a fait l'étiquette avec très inspiré d'ailleurs par mes deux compères vignerons. Puisque c'est eux qui ont pas mal d'idées là-dessus. Le nom notamment, l'arthrosé qui m'a beaucoup fait rire. Le rosé qui fait un carton sur le carton. Enfin, moi, je t'en passe. Bon, voilà, on s'est éclaté. Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Voilà, l'idée, c'était vraiment de garder du lien. Et ça m'a fait énormément de plaisir quand ils me l'ont proposé. Ils sont beaucoup venus m'aider, notamment au début quand on faisait les démolitions, tout ça. Et on prenait toujours un petit verre là en face et on a un super coucher de soleil. D'ailleurs, le mot grand jour du lieu-dit, je pense que ça y est pour beaucoup. JB Dubier est un amoureux des sunsets, comme il les appelle, donc il vient souvent le soir ici. Et donc, ça, voilà, je suis très content de garder un lien avec ces deux amis, parce que ça a été des collègues, mais c'est surtout des amis. Et puis, on s'éclate, écoute, à faire ça. Et puis, moi, j'arrive à leur transmettre un petit peu la passion du vin.
Même s'ils goûtent beaucoup. Ils aiment moins le faire, mais ils goûtent beaucoup. Et voilà, c'est génial. C'est des projets un peu frais pour moi et qui sortent un peu de l'ordinaire, donc je suis content. Et pour reparler de toi, bon, je pense que les auditeurs seront un peu marqués par ça, mais là, tu t'y connais vraiment. On n'est pas sur un sportif on est vraiment sur un projet de vigneron, pas de juste j'investis, j'autogère de loin et puis on verra, quoi. Ouais. Comment tu as acquis toutes ces connaissances, cette vision? Comment tu t'es formé? Comment ça s'est passé? Alors du coup, comme je te disais, c'est une passion, donc je me suis toujours plus ou moins intéressé au vin, au monde du vin, pas forcément à la production. J'ai tourné un peu autour du pot quand j'étais notamment à Castres. J'allais travailler pour un groupement de caves coopératives qui s'appelait Vinovali. C'était Jacques Tranier à l'époque qui s'occupait de moi. Et sur des demi-journées de repos, des journées entières, j'allais tailler, j'allais vinifier, j'allais relever, j'allais faire un peu de tableau noir aussi, où il m'apprenait un petit peu la gestion des rendements économiques, etc. etc. Ça m'a permis de parfaire un petit peu mon expérience dans le concret, mais surtout de m'apercevoir que c'était réellement ça que je voulais faire. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans, 24 ans, ouais, 24 ans, ouais, c'est oui, ça. T'étais jeune. 24 ans, ouais. Et vraiment, c'est de là que je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, d'autant plus qu'en parallèle, j'ai rencontré donc un pépiniériste, Philippe Daïdé, avec qui je suis toujours en contact, du côté du vignoble gaillacois aussi, et Olivier Yobrega, qui est chercheur à l'IFVV, c'est un centre de recherche sur ces vieux cépages. Et ils ont un conservatoire à côté de Gaillac de plus de 500 cépages, des vieux cépages, des cépages classiques, des résistants. C'est des cépages qui sont créés par la main de l'homme. Ce n'est pas des OGM, c'est des croisements, au même titre que le marcelin, pour étudier comment on peut avoir une agriculture plus durable demain, avec moins de traitement, avec moins de sensibilité au gel, etc. etc. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ces deux vieux cépages que j'ai choisis en me disant mais viens goûter, toi qui es du Bordelais, qui a un projet en tête, viens goûter ces vieux cépages. Il m'a fait goûter du Saint-Macaire, du Mansin, alors pas le Mansin, petit et gros Mansin qu'on a dans le Jurançon, le Mansin MANCIN, qui est un cépage que je ne connaissais pas, le Casse-Tête, le Bouchalès notamment, qui récoltait, qui vinifiait de façon la plus simple possible pour laisser la pureté du cépage. Et effectivement, à force d'y aller, de rencontrer Olivier, de discuter avec lui, de goûter, je suis tombé amoureux de ces deux cépages. Je me suis dit, c'est cohérent pour mon projet, quoi. Donc tout ça, tu vois, le fait d'aller dans le vignoble, de savoir que c'était ça, le fait de trouver des idées un peu novatrices qui alimentaient mon projet, je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille dans le concret. Il faut que je trouve une formation pure et dure, quoi. Sauf qu'avec l'emploi du temps de sportif de haut niveau, à cette époque-là, j'étais souvent sélectionné, ça gazait pas mal, donc pas le temps pour faire autre chose à côté. Et j'ai mis ça un peu en stand-by en continuant à m'alimenter de façon vraiment personnelle là-dessus, quoi. Et puis c'est en 2016, il me semble, que je démarre ma formation totalement par correspondance. Donc quand tu es à Clermont, là. Ouais, c'est ça, à Clermont. C'est le CNED, donc c'est le CNED agricole qui s'appelle le CNEAC, qui est basé à Argenton, qui t'envoie des cours. Enfin, franchement, tu m'apprends un truc, je savais pas qu'il y avait un CNED agricole. Ouais, il t'envoie des cours. Alors c'est très souvent des formations pour des gens qui sont déjà du métier, qui veulent évoluer. Donc qui sont déjà plus ou moins en alternance ou déjà voire même salariés dans des exploitations agricoles. Moi, c'était l'inverse. Je démarrais pas de zéro, mais pas loin. Mais je pouvais pas être alternant parce que mon emploi du temps ne le permettait pas. Et donc, je deal avec le CNEAC pour faire ça sur 4 ans au lieu de 2. Il m'envoie donc les cours. On rendait des devoirs par courrier. On pouvait avoir des profs par téléphone ou en visio ou lors de rassemblements qu'on faisait 1 à 2 fois par an. Et c'est là que je rentre vraiment dans le concret de la théorie et aussi de la pratique parce que j'avais 24 semaines de stage à réaliser par an. Pour combler un peu le déficit de terrain, il m'imposait de faire autant de semaines de stage pour alimenter vite et essayer d'apprendre vite sur le terrain. Et donc c'est là que je travaille à Clermont à la cave coopérative de Saint-Verny la première année et chez Benoît Montel qui est un vigneron lui indépendant au nord à Rion et que finalement je m'aperçois que c'est réellement la production que je veux faire et je passe mon BTS au lycée viticole à Bonn, mon BTS Viti-Eno, du coup viticulture-onologie. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que je deviens un petit peu légitime pour me mettre en recherche d'une propriété et de construire un projet agricole.
Ça m'amène à la question de l'auditeur, parce que je demande à chaque fois que je vois un invité qu'est-ce qu'on veut lui demander. Et c'est Elodie qui te demande est-ce que tu es accompagnée par ton club pour faire tes études et est-ce que c'était pas trop difficile de concilier études et rugby? Parce que là, 24 semaines de stage avec ta vie de sportif pro, tu as combien de semaines de vacances Pas 24 quoi. Non, il y en avait pas, Du coup, comment tu fais? Là, ça a été très intense, c'est vrai. Elodie, c'est vrai que alors, les clubs sont très ouverts à ce qu'on ait des doubles projets. Dans la limite du raisonnable, à savoir que c'est bien pour l'ouverture d'esprit, pour se construire aussi en tant qu'individu, etc. Mais notre job premier reste d'être performant et productif pour notre employeur, quoi. Donc ça, je comprends tout à fait. Castres m'avait beaucoup aidé en créant une cellule reconversion et c'était eux qui m'avaient mis en contact avec Vinovali, qui était un des partenaires du club. À Clermont, je me suis un petit peu débrouillé tout seul, mais effectivement, le club était au courant. On avait même fait des démarches un petit peu administratives pour tout ce qui était assurance, où voilà, il fallait que je sois assuré, je manipulais du matériel dangereux, etc. Donc, ils m'avaient aidé à faire mes démarches-là. Les clubs ont des passerelles avec des écoles de commerce ou immobilières du coin, mais pas le CNEC. Par contre, effectivement, il y a 2-3 fois où j'arrivais directement à l'entraînement en finissant avec l'équipe de nuit dans le pressoir, quoi. Donc c'était voilà, la période des vendanges et des vinifs était toujours plus ou moins délicate parce que c'est très très intense sur la partie vin. Effectivement, il fallait assurer aussi au niveau des entraînements et du rugby. Et donc ça a été quelques semaines agitées. Le plus compliqué, c'était de s'organiser. Une fois qu'on avait trouvé notre rythme d'organisation, j'ai arrivé à tout faire tout ça. Et aujourd'hui, après avoir eu 2 enfants, heureusement que j'ai les fait avant parce qu'effectivement, là, ça serait impossible. Ouais. Mais tu dis que c'était des périodes délicates, mais encore plus parce que tu as besoin de ton corps pour travailler et qu'il y a des risques de blessures avec la fatigue quand tu dors pas la nuit, que tu pars à l'entraînement. En plus, tu en as connu des blessures graves tout au long de ta carrière. Je crois que tu fais 2 fois les croisés. C'est pas des choses qui te trottaient dans la tête là quand tu cumulais tout et que tu étais fatigué? Si, bien sûr. Je me disais, est-ce que ça vaut le risque? Est-ce qu'il vaut mieux pas que tu attendes la fin? Effectivement, j'y ai pensé beaucoup de fois, mais en fait, le fait de le prendre comme ça, c'est un petit peu comme, tu sais, quand tu fais la bringue le samedi, puis tu rejoues le samedi d'après, tu sais que tu as pris un gros caramel et qu'il faut que tu assures encore plus. et donc, tu sais, tu as tous tes sens en alerte. L'adrénaline, tu tiens. Voilà, je pense que c'est un côté dopamine ou adrénaline qui est en toi et qui te dit, bon, mais là, voilà, c'est maintenant qu'il faut assurer parce que justement, les facteurs à risque, y en a pas mal. Donc, ça s'est bien passé. Tu vois, finalement, le fait de faire autre chose m'a énormément fait de bien dans la tête, m'a libéré et je me suis aperçu que le rugby, c'était vraiment mon métier, mais qu'il fallait que je le prenne avec beaucoup d'amusement, quelque part. De voir les mecs au quotidien. Enfin, tu vois, en allant dans un autre monde de travail, je me suis aperçu de la chance. Je me suis re-aperçu de la chance qu'on avait, tu sais, quand tu arrives à un moment, à un stade de ta carrière. Et donc, j'ai pris ça comme du positif, finalement. Et puis, bon, j'ai eu de la chance, je me suis pas re-blessé. Mon employeur ne pouvait pas m'en reprocher parce que ça s'était bien passé. Mais, effectivement, je serrais les fesses, comme on dit, quand j'étais trop fatigué et qu'il fallait que j'assure à côté. Ouais, et puis le fait que tu vois que ton projet de reconversion il se concrétise, j'imagine qu'effectivement ça te libère la tête parce que il n'y a pas que le rugby et tu prends conscience aussi que le rugby a une fin, donc il faut en profiter. Ouais, complet. C'est vrai. Je pense avec du recul que ça m'a plus apporté, sauf à la fin où quand je suis vraiment rentré dans le concret, ça a été compliqué les 2 dernières années, mais quand j'ai démarré vraiment à me dire allez, je vais me former, je vais passer du temps sur mon temps libre, etc., quitte à passer à côté de temps de repos qui était essentiel, ça m'a fait plus de bien dans la tête et je pense que tout se joue là-haut, donc après ça coulait de source derrière, quoi. Et quand tu arrives à l'UBB, j'imagine que c'est un élément clé sans que tu nous racontes tout, mais de la négociation aussi quand même, de dire j'ai ce double projet à côté, tu es obligé de le mettre sur la table avec le club quand tu arrives dans un nouveau club ou pas forcément, c'est ta vie privée de joueur, tu fais ce que tu veux et ça rentre pas en ligne de compte? Alors ça rentre en ligne de compte, mais tu n'es pas obligé forcément de le partager. Et quand j'arrive à Bordeaux, j'ai pas encore mon projet en tête. D'accord. J'ai l'idée de travailler dans le monde du vin et notamment de la production. Je ne sais pas si c'est en parallèle de ma carrière, parce que moi l'idée c'était de le faire à la fin. L'opportunité ici s'est présentée relativement tôt par rapport à ce qu'on souhaitait, sauf que comme il y avait autant d'investissement de temps en termes de travaux, de restructuration,
il valait mieux démarrer avant. Demain, on tombe sur quelque chose un petit peu clé en main. Je pense que je ne me lance pas avant la fin de ma carrière, tu vois, pour maîtriser un petit peu les deux, etc. Donc, ça a été vraiment un concours de circonstances qui arrivait après la signature. Et s'il n'y a pas le Covid au milieu, je ne mets pas un projet noir sur blanc aussi rapidement. J'ai toujours mon idée, je continue toujours à me former, à me balader, à rencontrer les gens, à échanger, à toujours voir ce que je veux pas, etc. etc. Mais je me lance pas aussi rapidement dans la chose. Donc j'ai pas pris en traite le club en n'ayant pas parlé, puisque c'était pas du concret pour moi. Et effectivement, après non plus, puisque comme tu l'as dit, on fait un petit peu ce qu'on veut à côté, sachant que j'avais qu'une seule activité salariée, donc que ça posait pas forcément de problème. Et là, donc, tu viens de finir ta carrière au mois de juin. Ouais. Finalement, est-ce que tu n'es pas content que les choses elles soient faites plus rapidement que prévu? Parce que j'imagine la fin d'une carrière pour un sportif de haut niveau, c'est pas rien quand même, c'est le deuil d'une vie d'avant un peu. Ouais. Toi, comment tu l'as appréhendé? Est-ce que finalement, le fait que tu aies un projet qui soit autant enclenché, ça t'a pas aidé à passer le cap plus facilement peut-être que d'autres, quoi? Ouais, peut-être. Alors, je sais pas, je suis pas dans la tête des autres, mais je le prends plus comme une grosse fête. Tu vois, j'ai vécu la fin sans sentiment trop négatif, si ce n'est le fait de pas avoir été au top physiquement pour pouvoir peut-être aider l'équipe un peu plus. C'est pas forcément joué, parce qu'après ça, c'est l'ego qui parle, et l'ego, ça dure pas longtemps. C'est plus comment les gens t'estiment et te respectent. C'est plus un ensemble, mais effectivement, j'ai eu un KO au début mars, j'ai mis un petit peu de temps à revenir, puis après j'étais pas forcément trop bien dans mon assiette, et puis j'ai laissé passer le coach. J'aurais aimé ne pas avoir ce KO et voir un peu les choses, mais finalement c'est que ça devait se passer comme ça, donc sans regret. Et j'ai vécu cette fin comme une fête, tu vois, comme la chance. Oui, surtout que vous êtes allé à Saint-Sébastien en demi-finale, c'était un peu inattendu. J'étais toujours avec mes copains au quotidien, et puis je me suis dit, pendant 15 ans, tu t'es éclaté, quoi. Donc c'est la fin d'une chose, effectivement, mais c'est pas un deuil. Plus, je l'ai plus fêté comme une chance. Et effectivement, le fait d'avoir quelque chose derrière m'a peut-être permis de le voir comme ça. Si tu passes tes journées à peut-être ressasser le passé, à regretter, à avoir des remords, etc., peut-être que c'est plus compliqué à couper le cordon, mais là, ça n'a pas été mon cas. Ça a été un soulagement, justement, pour me permettre d'avoir du temps pour lancer ma deuxième activité. Ouais. Et puis ta deuxième passion, un peu, finalement. Et ma deuxième passion, tu vois. C'est pas un job alimentaire, j'ai pas l'impression quoi. de travailler, je m'éclate. C'est beaucoup de parallèles avec le rugby, ça reste quand même un milieu convivial, tout ce que j'aime, donc voilà, il y a pas de... Je pense qu'un jour ou l'autre je me dirais et si, mais là aujourd'hui sans regret, parce que si on s'était pas lancé là il y a 2 ans, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui et le cadre de vie que ma famille et moi avons. Mais encore une fois, c'était pas quelque chose que je pensais ou que j'estimais aussi rapide, qui arrive aussi rapidement dans ma vie, quoi. Ouais. Tu dis et si parce que tu aurais pu prolonger de quelques saisons de plus? Non. T'as quel âge là? J'ai 33 ans. Quand je signe à Bordeaux il y a 5 ans, pour 4 ans, on est en 2018, je suis à Clermont, je sais que c'est mon dernier contrat. Je le sais, je le sens, je me connais, je sais que j'ai besoin d'un nouveau challenge et d'un coup de pied au cul pour repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau groupe à prouver, de nouvelles ambitions, un nouveau club, un nouveau public, etc. Donc je sais que ça va être un défi super excitant, mais je sais qu'au bout de ces 4 ans, j'aurai plus rien pour aller rallumer l'étincelle. Je marche beaucoup comme ça. Beaucoup de gens sont hyper compétiteurs tout le temps. Moi, je le suis pas, et je m'apercevais qu'il fallait sans cesse me remettre en danger pour essayer d'arriver à tirer le meilleur de moi-même. Donc je signe 4 ans à Bordeaux, c'est le but. C'est moi qui sollicite le club en disant si je reviens dans ma région, c'est pour du long terme, parce que je ne veux plus rebouger derrière. Et quand Laurent m'offre un contrat de 4 ans, je sais qu'au bout de ces 4 ans, sauf, je m'étais toujours dit, s'il y a une grosse blessure au milieu et qu'il me manque une année d'émotion, de partage, etc., type un croisé qui arrive là, peut-être que j'aurais été chercher cette 5e année parce qu'il me manquait quelque chose, mais sauf accident, je savais qu'au bout, c'était la fin. Ouais.
Et justement, là, tu nous parlais un peu de ce qu'est être un sportif de haut niveau. En quoi, toi, ça t'a aidé là, dans ton projet d'avoir connu ce passé? On y reviendra après, parce que les liens entre rugby et agriculture, ils sont très forts. Il y a beaucoup de rugbymen qui sont issus du monde agricole. Quand j'ai voulu faire ces épisodes, il y en avait quand même à l'appel. J'avais une liste au moins de 20 joueurs qui sont à des niveaux professionnels, voire en équipe de France, qui ont joué en équipe de France, qui sont issus du monde agricole ou qui se sont reconvertis. Pour toi, ça, c'est lié à quoi? Mais je sais pas, faudrait faire une étude. Hein. Toi qui as du recul, tu devrais plancher dessus. Mais non, comme ça instinctivement, je vois que c'est quand même le rugby reste quand même un sport assez rural. Même s'il nous vient d'Angleterre, il est venu du Havre, si je dis pas de bêtises, mais il s'est quand même relativement propagé dans les villages, les clochers comme on appelle, les trucs, les petits endroits où c'était le défouloir le week-end, quoi. Alors aujourd'hui, de grandes villes sont de superbes ambassadeurs de ce sport, hein. Je pense à Paris, je pense à Lyon. Je généralise pas, mais effectivement. Mais c'est arrivé tardivement, ces grands clubs dans les grandes villes. Oui, effectivement. Parce qu'avant, c'était quand même plutôt Mont-de-Marsan, ouais, c'est vrai, Bourgoin, Narbonne, Agen, tous ces fiefs du rugby qu'on voit encore un petit Dax, peu, mais pas au qu'on plus haut va pas niveau. oublier, sinon je vais me faire engueuler. Ah, Dax. Ah, t'as dit Mont-de-Marsan et Dax dans la même phrase, ça craint. Ah, mais j'essaie d'équilibrer. Ouais, ben voilà, tu vois, Derleland notamment, enfin, tous ces petits clubs qui ont été au plus haut niveau, donc... Et voilà, donc je pense que le rugby reste quand même un sport assez rural. Tu peux pas jouer au rugby partout. C'est pas une question de moyens, de classe sociale, de budget, mais il y a des règles compliquées. Le ballon, tu peux pas faire un ballon de rugby avec n'importe quoi. Je sais qu'au foot, on joue au foot, je suis passionné de foot, tu joues au foot avec une boule de papier roulée dans les favelas au Brésil. Quoi. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que là-bas c'est une religion, mais tu peux jouer au foot partout. Tu as quelque chose de rond qui roule, tu joues au foot. Au rugby, c'est différent, tu vois, les règles sont un peu plus complexes, etc. Donc, et effectivement, je trouve que ça colle avec ce milieu rural, agriculture, rugby, rural. Et ouais, je pense que ça vient de là, le lien. Et est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait des valeurs communes fortes entre agriculture et rugby aussi? J'entends valeur travail, la solidarité, la rigueur, la dureté aussi physique. La dureté, ouais, Est-ce que c'est pas tout ça qui fait que c'est... Et aussi le partage. Tu disais là que Jean-Baptiste Dubié et Nantes, ils venaient boire des coups, etc. Ouais. Il y a aussi cette notion de convivialité dans les deux milieux. Ouais, exactement. Ils viennent travailler aussi, je ne l'ai pas dit. Mais au cas où ils nous écoutent. Du coin, déjà, tu as dit que le Stade Montois est un petit club. Non, mais c'est vrai, pour moi, ça reste quand même la convivialité, le point de rassemblement. Avec la viticulture. L'agriculture en général, je vois certains copains éleveurs ou maraîchers, t'as pas le même rendu quand tu présentes ton produit. Alors maraîchage, si tu peux l'avoir un petit peu autour de la gastronomie, etc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait des céréales par exemple et qui fait un gros céréalier n'a pas le même retour sympa quand il présente son produit au milieu de la table. Nous, on amène une équille de rouge ou de rosé, bon, de suite, t'aimes ou t'aimes pas, mais les gens sont là pour passer un bon moment. Il y a du partage, ouais. Donc forcément, c'est plus facile pour nous. Mais ouais, tu as cité beaucoup de valeurs qui me parlent et qui sont parallèles entre les deux. Le côté saison aussi, tu vois, on démarre une saison par la taille. Tu démarres au rugby par la prépa physique. Et puis, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis tu finis ta saison avec les vendanges et la vinif, et puis tu en redémarres une qui est complètement différente. Et notamment cette année, entre le 2022 et 2023, on est sur des millésimes extrêmement opposés. Et en fait, tu te remets toujours en question dans ton travail, dans tes choix, ça te stimule et ça te challenge intellectuellement pour sortir des choses nouvelles. Et ce côté saisonnalité qu'on a dans le rugby, je m'y retrouve aussi. Mais toutes les valeurs dont tu as citées, je ne connais pas énormément les autres sports, mais pour connaître quelques handballeurs ou quelques judokas, alors le judo, il n'y a pas le côté équipe, mais tu as aussi ces valeurs de respect, d'abnégation, mais il y a moins de judokas agriculteurs, je pense. Et ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bizarre, parce qu'ils ont aussi ces valeurs-là. Non, mais tu as raison, je pense que c'est l'origine du rugby, qui est un sport très rural de base, donc beaucoup d'agriculteurs se sont mis à jouer au rugby, je pense, et beaucoup d'agriculteurs jouent au rugby toujours. Peut-être que les rugbyman savent faire que ça. Hein. C'est en caricature. Non, je rigole. Et pour toi, en quoi avoir été sportif de haut niveau, ça t'a aidé dans ton projet ? Ça m'a énormément aidé déjà pour avoir le côté prise de décision assez rapide. Comme tu l'imagines, à la construction de notre projet pendant 1 an, c'est long mais très court à la fois, beaucoup d'infos, beaucoup de choix, beaucoup de
Je prends ce métier-là un peu comme un régisseur, tu sais qu'il y a une grosse console devant lui et tu as chaque ligne tous les 5 cm où tu peux régler sur une centaine de curseurs et c'est un peu ça, quoi. Et chacun fait ses choix et met son curseur un peu où il veut sur telle ou telle chose. Et donc, il faut prendre des décisions assez rapidement en ayant souvent l'intention de ne pas se tromper, mais en ayant aussi en tête que tu peux très vite te tromper et te ramasser, mais te remettre en question et pas refaire la même bêtise la fois d'après. Et ça, le sport de haut niveau me l'a énormément amené. Cette exigence aussi, l'exigence de la préparation. Vouloir faire du bon vin, tout le monde en rêve. Le préparer ta vigne, préparer ton sol, préparer tes raisins, préparer ton matériel pour amener tout ça au bout, eh bien, c'est une autre chose. Et je pense aussi que, mine de rien, le côté réseau, le côté notoriété, m'a aidé et m'aidera, je pense, encore un petit moment à ouvrir des portes un peu plus facilement que certains autres projets agricoles. Je veux pas de cadeaux. Je veux surtout pas qu'on m'achète mon vin parce que c'est Rémi Lameral, l'ancien joueur de rugby, parce que ça va marcher 2 ans et on ne verra pas mon côté passion là-dedans. Mais par contre, voilà, pour avoir des avis d'experts, pour avoir des contacts, pour avoir des rendez-vous rapides, etc., ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de respecter ce délai d'1 an pour construire mon projet. Et est-ce que le côté mental aussi, le fait que d'être sportif de haut niveau, ben, je ne sais pas si ça se cultive sûrement, mais à la base, tu dois avoir quand même un mental solide qu'après tu travailles. Ça t'aide pas aussi de rebondir quand il y a des difficultés, de pas se laisser abattre et de s'accrocher, quoi? Si, bien sûr, forcément. Alors, le sport de haut niveau nous inculque ça, mais je pense que c'est le sport en général. Beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas du milieu du sport ont ces capacités aussi, mais peut-être le développent naturellement. Et nous, on a de suite ce truc de on joue le samedi, tu gagnes, tu perds, tu te remets en question pour rejouer le samedi après. Donc ça devient presque institutionnel et normal. Voilà. Ton cerveau, il est entraîné. Exactement, on est entraîné et donc on sait qu'une difficulté pour nous, c'est juste un obstacle. C'est pas la fin du monde, c'est pas on baisse les bras, on jette tout à la poubelle. Et donc, ça permet justement d'avoir cette faculté de prise de décision assez instantanée, de dire bon, mais là je me plante, mais là je fais différemment, et puis voilà. Et pas se morfondre ou pas aller chercher des compétences ailleurs, même si parfois c'est utile. Et j'associe beaucoup ça voilà, au côté instantané de la prise de décision. Et là-dessus, effectivement, ça m'a aidé. Le sport en général, parce que le sport de haut niveau est très exigeant là-dessus, mais je connais d'énormes compétiteurs qui le sont aussi en étant des sportifs amateurs, et parfois certains plus que des sportifs professionnels. Et nous, si tu veux, là où c'est un peu plus décuplé, c'est ce côté compétitivité, où effectivement, la chasse au titre, la chasse à la performance pour aller chercher des sélections, la chasse à l'ego aussi, l'ego, d'être donner le meilleur de soi-même pour exister dans un groupe, pour aider tout un club, toute une ville entière, etc. Et ça aide aussi à essayer de toujours chercher, j'allais pas dire l'excellence, mais d'avoir cette rigueur, d'essayer de ne pas se satisfaire de l'à peu près, quoi. Et là-dessus, le sport de haut niveau, et notamment le sport international, te permet d'avoir quelques outils pour s'en sortir là-dessus. Et les freins, pour toi, c'est quoi le fait de... En quoi ça te... Des fois, ça peut être un obstacle d'avoir été sportif de haut niveau dans ton projet? L'assistanat. Alors là, je vais te dire, c'est très bien. J'en ai beaucoup profité, mais on ne fait pas grand-chose avec des gens qui ont l'habitude d'avoir le cul dans le coton, quoi. Et il y a eu un moment où on s'est dit, attends, le rugbyman, il faut le choyer, il faut choyer sa famille, ses enfants, il faut limite lui remplir le frigo avant qu'il arrive dans son nouveau logement, etc. Ça a du bon pour certains cas, comme les étrangers qui arrivent de très loin, qui n'ont pas de famille, pour aider pour les compagnes à s'intégrer, les enfants, trouver l'école, etc. Mais au bout d'un moment, c'est un métier, mais on reste quand même des êtres humains et il faut se débrouiller et se la faire un peu tout seul, quoi. Et l'assistanat, depuis tout jeune, j'ai mon petit-déj de près, le midi pareil. D'ailleurs, ça a manqué, ça. Voilà, on te lave le linge, enfin le linge, je m'entends d'entraînement, quoi. Enfin, et tu as un petit côté où tu as du mal à c'est pas t'engager, mais tu as du mal à te responsabiliser par rapport à ça, quoi. Donc là-dessus,
Heureusement, on va dire qu'il y a quand même les parents et l'éducation qui Ouais. rentrent en jeu, enfin la famille en général. Et pour le coup, là-dessus, j'étais assez tranquille. Mais il y en a certains où je me dis, voilà, faut les laisser un peu se tromper aussi. Il faut nous laisser nous tromper pour qu'on se construise un peu nous-mêmes, individuellement, pour ensuite le transposer au collectif. Mais le fait d'être toujours dans un cocon, d'être toujours en groupe, etc., et ben, quand tu arrêtes, ben, tu es tout seul. Et si tu t'en sors pas tout seul et que tu sais pas t'en sortir tout seul, Et ouais. tu fais comment, quoi. Voilà. Est-ce que le côté notoriété aussi, que tu l'as dit, est un avantage, peut aussi être un inconvénient dans le sens où tu peux un peu attirer les mauvaises personnes, entre guillemets, qui viennent plus parce que c'est Rémi Laméra que pour le projet ou qui peuvent te proposer des trucs qui brillent un peu et Ouais, oui, oui, ça y fait. Alors, des mauvaises personnes, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, c'est pas la pas avec cible. les bons, plutôt au-delà de Ouais, mauvaises personnes, c'est pas avec les les bonnes bonnes intentions, motivations. ouais, Là, ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'effectivement, je sais qu'il y aura des gens qui viendront dans un premier temps découvrir le vin de Rémi Lamera, et c'est là où il faut qu'on soit bon déjà dans le produit, parce que ce sera notre juge de paix, et après dans le discours et la philosophie qu'on va laisser transpirer, justement en les faisant venir, en leur montrant un petit peu comment on travaille, pour qu'ils s'aperçoivent que c'est pas voilà, que c'est pas une danseuse qu'on s'est achetée, comme on le dit un petit peu Mm. grossièrement à l'époque, avec 2-3 ronds ramassés pendant ta carrière. Hop, allez, on se fait plaisir avec une propriété viticole pour avoir un vin sympa, et puis voilà, quoi. Donc effectivement, ça peut être un tort, mais je pense que ça sera quand même plus bénéfique, que ça m'apportera plus de bonnes choses que Bien de sûr. mauvaises choses. Là où j'ai beaucoup travaillé dans mon projet, effectivement, c'est dans le temps, hein, parce qu'on parle d'un projet de vie. Donc, j'ai fait du rugby pendant 15 ans, mais je serai peut-être vigneron pendant 30 ou 40. Il faut que ça dure, quoi. Faut pas que ce soit du one-shot, parce qu'il y a la Coupe du Monde, parce que c'est encore frais, on se souvient de lui, etc. Et donc, effectivement, j'ai pris cette notion en compte dans la construction de mon projet. Je veux que les gens viennent ici et qu'au bout de 2-3 ans, le rugbyman soit complètement oublié et que ce soit le vigneron qui ait pris le dessus avec le produit, encore une fois, puisque ce sera le produit qui sera le juge de paix. Mm. Justement, pendant plusieurs fois dans l'interview, tu as utilisé le mot légitimité, crédibilité. Ouais. Tu sens que tu as besoin de faire tes preuves est-ce que, plus encore que quelqu'un de lambda, quoi. Alors j'aurais toujours besoin de faire mes preuves, comme tout le monde, mais effectivement, comme tu le dis, plus qu'un autre, parce que déjà c'est une reconversion. Parce que, encore une fois, on me connaît en tant que rugbyman, mais pas en tant que vigneron, et parce que tu peux vite être associé au sportif qui a gagné un peu d'argent et qui se fait un petit délire à s'investir 10 hectares à Bordeaux pour faire son petit vin. Donc je pense que oui, j'aurais les projecteurs un peu plus braqués sur ici. Alors peut-être pas avec des mauvaises intentions, mais voilà, il faudra peut-être que je me loupe un peu moins que les autres, même si on va se louper comme tout le monde, et c'est évident. Le moins possible, j'espère, mais on va forcément un jour se tromper sur certaines choses. Et voilà, le fait qu'on communique beaucoup aussi autour de mon projet, il y a énormément d'attentes, tu vois. C'est chouette, ça nous fait une couverture, une com géniale. On essaye de retransmettre aux gens notre passion et l'amour qu'on a pour notre projet. Mais si ça ne suit pas derrière au niveau du produit ou que ça ne suit pas dans le service sur le no-tourisme, on va peut-être vite redescendre de notre piédestal un peu plus facilement que quelqu'un qui est taiseux et dont on ne parle pas beaucoup. Mais ça, je connais ça dans le sport. Donc, Oui, c'est la même mécanique. voilà, la critique fait aussi partie du métier. Tant qu'elle est constructive, il faut l'accepter. Et puis voilà. Ça te paraît plus difficile de réussir ton exploitation dans un contexte concurrentiel comme le vin ou d'avoir réussi à percer dans le rugby qui est un sport ultra populaire? Le challenge te paraît là actuellement plus grand que ce que tu as fait? Ah ouais, ah oui, oui, 10 fois plus. Ah ouais. Ouais. Bah parce que l'autre, tu l'as déjà fait, hein, en vrai. Ouais, alors je l'ai déjà fait, mais j'ai eu de la chance pour réussir à le faire, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour faire une carrière. Et indéniablement, il y a un facteur chance, qu'on le veuille ou non, qu'on ne maîtrise pas. Mais il est là. Il y a le travail, c'est évident. Il y a du talent ou pas au début, mais il y a surtout un facteur chance. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus, on va dire, entre guillemets. Et par contre, le secteur agricole, là, on ne travaille pas qu'avec nous-mêmes, quoi. On travaille avec la nature, et la nature, elle est impardonnable. Elle est magnifique à la fois.
elle est aussi magnifique qu'impardonnable. Donc moi, demain, j'aurais beau mettre la dose de travail décuplée par rapport à ce que j'ai pu mettre dans ma carrière, une motivation extraordinaire, etc. Si demain soir, il grêle et que je me prends des grelons de la taille d'une balle de baseball en 3 minutes, mais là, je peux rien faire. Et t'as beau être le plus talentueux, le meilleur vigneron, le plus beau terroir, etc. Et on est tous logés à la même enseigne. Et c'est ça qui est assez chouette et frustrant à la fois. C'est que tu as une donnée que tu ne maîtriseras jamais, c'est le climat. Et là-dessus, ça me paraît un challenge 10 fois plus compliqué à relever que ce qu'on a dans le rugby, où on arrive, à part ce facteur chance, à quasiment tout maîtriser. Ouais, ici, la partie que tu maîtrises pas, elle est plus grande, quoi. Ouais. J'ai prévu pour les interviews rugby spécial Coupe du Monde 2 rubriques, le portrait croisé et le tac au tac. Ouais. Donc, on va démarrer par le portrait croisé. Donc, en gros, je vais te demander, je vais te poser des questions. Il faudra que tu me donnes une réponse pour l'agriculture et une réponse pour le rugby. Ok. Alors, ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, donc pour l'agriculture, c'est le premier jour de vendange du millésime 2022, qui est notre premier bébé, mine de rien. Et pour le rugby, mon meilleur souvenir, ça a été le tour d'honneur du dernier match de l'équipe à domicile contre Pau cette année, où il y avait ma maman en tribune qui était très émue. Et ce jour-là, je me suis aperçu finalement de la chance que j'ai eue de vivre ma passion pendant 15 ans. J'étais avec mes 2 enfants et Carla, et beaucoup d'autres familles et d'autres amis. Et c'est aussi pour ça que je disais que je l'ai pris comme une fête. C'est que je me suis dit, waouh, génial, toutes ces émotions vécues. J'ai des titres forcément, des choses, des sélections qui restent des moments incroyables. Mais ce moment-là restera celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Ouais. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir ici, donc j'en ai pas énormément, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'était 3-4 mois après qu'on ait racheté la propriété. Il y a eu 3 nuits de gel d'affilée sur le millésime 2022, qui est un millésime, on n'a pas été très épargné. Et après un match contre La Rochelle, je m'en souviens toujours, à Bordeaux, après les réceptions, les obligations qu'on a d'aller voir les partenaires, les supporters, je me retrouve ici à 2h du mat, juste derrière, avec mon thermomètre, assis par terre. Et là, la solitude. Voilà. Et là, il a beau geler, si tu peux rien faire, enfin si tu peux faire des choses, mais nous on n'avait pas les moyens de mettre en place de la lutte. Et puis c'est pas hyper efficace non plus, c'est beaucoup de... Ouais, il y a des choses efficaces, d'autres moins, mais effectivement je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça le stress, quoi. Tu vois, je me suis dit, j'étais stressé avant des matchs au Stade de France ou en tournée en Nouvelle-Zélande, des choses comme ça, mais rien à voir encore une fois avec ça. Et là je me suis dit, bon, si gèle, je perds tout, quoi. Ça fait 3 mois que tu es là, et ça a été un souvenir vraiment négatif, parce que je me suis senti impuissant. Et au final, il n'a pas gelé? Et il a gelé, mais la nature est tellement belle que c'est reparti de plus belle quelques jours après. Voilà. Sauvé. Ouais. Surtout que si je me souviens bien, c'était pas un match contre La Rochelle qui restait dans les annales. Dernière pénalité à la fin, on avait perdu, donc c'était la soirée. Il fallait mieux que j'aille me coucher. Voilà. Et puis au rugby, ça reste forcément les blessures. Hein. Ouais. Les blessures, donc comme tu l'as dit, 2 fois le genou, ça a été 2 moments compliqués, mais qui finalement, encore une fois, comme l'agriculture, ça m'a permis derrière de faire la carrière que j'ai fait, parce que je me suis remis en question et que ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. Donc ça restera un très mauvais souvenir le jour J, mais heureusement que j'ai vécu ça pour la suite. Ouais, parce que sur ton hygiène de vie et tout ça, peut-être... Ouais, la préparation, l'anticipation, la prévention blessure, etc. De belles rencontres derrière en rééducation, une approche du travail différente. Et puis tout simplement au pied du mur, parce que c'était ma 2e, j'étais tout jeune, j'avais rien prouvé, j'avais tout à prouver, j'étais en fin de contrat, donc tout était réuni pour que je me banane et que j'arrête ma carrière à 21 ans. Et puis c'est là que je me suis sorti les doigts, comme on dit. Tes mentors? Alors mes mentors, dans la viticulture, j'en ai pas mal. Je vais en citer 2 qui sont le plus présents avec moi au quotidien, mais effectivement j'ai eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants envers moi. Donc c'est David Arté, qui est notre œnologue conseil, avec Romain qui travaille à la propriété avec moi, qui est un ami d'enfance. Et David nous accompagne énormément sur toute la partie chai. Et Benoît Montel,
qui est le vigneron dont je vous parlais, chez qui j'ai passé mes stages pour mon BTS à Clermont-Ferrand, qui est devenu aujourd'hui un ami, qui est un vigneron incroyable, qui fait des vins fantastiques et surtout qui a une approche du métier géniale et avec qui je m'associe sur un projet de vigne dans le Puy-de-Dôme, donc à côté de Clermont-Ferrand, où on a racheté 3 petits hectares de terre et on va planter ensemble une vigne et qu'on va développer ensemble. Voilà, c'est vraiment les 2 personnes qui m'aident énormément dans le vin. Ouais. Et au rugby, alors j'en ai tellement aussi, c'est dur d'en choisir un. Mais je vais faire un petit clin d'œil quand même à mon papa, qui n'a pas joué à très haut niveau, mais qui était un bon petit joueur de club au Stade Foyen et qui finalement m'a transmis la passion du rugby, parce que c'est grâce à lui que j'allais voir jouer au bord du terrain quand j'étais petit, que je suis tombé amoureux du ballon ovale, et qui m'a toujours soutenu tout en restant très discret et très distant. Donc c'est ça que j'ai aimé aussi. Il n'a jamais voulu revivre une carrière à travers moi, il m'a toujours laissé faire mes choix, et surtout il a pris le choix mes parents ont pris le choix ensemble à l'époque de me laisser partir à 15 ans. Au Stade Toulousain. Au Stade Toulousain, chose que je ne ferai pas moi aujourd'hui en tant que parent. donc merci à eux de m'avoir permis de vivre mon rêve, et puis voilà. Donc mon papa, mon mentor rugby. Ouais. Ce que tu préfères dans ton quotidien, est-ce que tu préférais du coup pour le rugby ? Alors ce que je préfère dans mon quotidien, c'est très souvent le coucher de soleil ici, alors ça dépend des journées. Il y a des journées où j'étais un peu saoulé de faire des choses qui m'intéressent moins, toute la partie gestion administrative, etc. Il y a des journées où tout se passe super bien, où tout ce que tu as à faire, tu le rentres et tu n'as pas de panne, tu n'as pas de pépin, tu n'as pas un appel urgent à prendre ou un truc à traiter urgemment. Et le soir, tu es là, tu es devant avec tes enfants, et puis Carla, on est là, il y a ce beau coucher de soleil et tu te dis, waouh, j'en ai chié aujourd'hui, mais ça vaut le coup parce qu'on est là et on kiffe trop le truc, quoi. Donc là aujourd'hui c'est mon moment préféré. Il y en a moins l'hiver, mais l'été c'est quelque chose que je savoure et qui me permet de recharger les batteries pour le lendemain. Et au rugby, le quotidien, c'est assez bizarre parce que les journées se ressemblent très peu, mais s'il y a quand même quelque chose que j'aimais par-dessus tout, c'était après les matchs, c'était de communier avec les supporters. Qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, il y avait toujours un petit moment de partage d'émotions, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va manquer, c'est les émotions dans ce sport, et ouais, c'était ce que je préférais. C'est là que tu disais ça vaut le coup d'en chier autant et de t'accrocher dans les moments compliqués parce que tu vis des choses que tu peux pas vivre ailleurs. Ouais. Bon, je te souhaite de créer des émotions dans le vin, que quand les gens ils le dégustent, ils te disent qu'il est excellent et que tu dises que ça vaut le coup. Et on va passer à la dernière rubrique, c'est du tac au tac. Alors je t'ai prévu quelques petits choix, il faut que tu me dises celui que tu préfères. Okay. Alors, marquer un essai ou goûter ta première cuvée ? Goûter ma première cuvée. Ouais. Vestiaire ou chez ? Vestiaire. Bagarre générale ou tournée générale ? Ouais, tournée générale. Il y en a eu plus. Mi-temps au tournoi destination ou pause café pendant les vendanges ? Mi-temps au tournoi destination. Jouer centre sur un terrain ou être au centre de tes vignes ? Être au centre de mes vignes. Transformation ou vinification ? Vinification. Transformation, j'en ai pas mis beaucoup. Mettre un bouchon à ton adversaire ou débouchonner ta première bouteille ? Ouais, débouchonner la première. Ouais, quand même. C'est plus facile et ça fait moins mal. Tu te souviens de ce moment-là, du débouchonnage de ta première bouteille, de quand vous l'avez goûté ? Ouais, je me souviens. Ah ouais, la première, on s'en souviendra très longtemps. Ouais. De quasiment tout. Premier raisin récolté, la première mise en bouteille. Ça a été la naissance du premier bébé, donc je pense que ça là on la retiendra. C'est l'accomplissement. Ouais. Super. Bon, écoute, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut suivre l'actualité du domaine Grand Jour, vous contacter si on a une demande ? Ouais, alors l'actualité, donc Carla s'occupe de nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, Facebook et TikTok. Où on a envie de faire des petites vidéos sympas. Et ensuite, on a donc le site, comme je vous disais, qui sera en ligne d'ici la fin du mois d'août, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, la partie vin, la partie réceptive,
les premières cuvées qui ont été mises en bouteille il y a 3 mois qui vont commencer à être commercialisées. Et puis en essayant d'être le plus complet, vous donner le plus de nouvelles et surtout vous donner envie de venir nous voir ici pour voir un petit peu notre propriété, comment on travaille et goûter nos vins. Et donc LinkedIn aussi sous le nom de Rémi Laméra. Oui, effectivement, LinkedIn aussi avec une page perso. J'essaie de relayer pas mal d'informations de la propriété et rester connecté. Il y aura quelques offres sympas, notamment pour la Coupe du Monde. Super. Bon, mais merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite merci à vous d'être venu nous voir. Beaucoup de réussite. Je ne doute pas qu'il y a l'air d'avoir tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. C'est sympa. À bientôt. Merci Louise. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.